Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des pensées obsessionnelles ou pensées obsessives ou pensées intrusives. Comment faire pour s'en libérer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que les gens qui vivent ça, c'est une véritable souffrance et j'ai souvent, vous savez, je suis thérapeute, hypnothérapeute et j'ai souvent des gens qui viennent me voir en consultation pour se libérer de ces pensées obsessionnelles. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon protocole, comment je fais. En comprenant ce que c'est et en adoptant une simple stratégie, vous pouvez déjà vous en libérer sans forcément besoin d'aller en consultation. Et ce que je vais dire d'ailleurs est valable également au niveau des grands principes pour ce qu'on appelle les phobies d'impulsion, les phobies de manière générale, les troubles obsessionnels compulsifs, tout ce qui crée de la peur en fait. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir c'est quelle est la structure de ces pensées obsessionnelles, parce qu'on a besoin de comprendre. Comprendre, c'est la clé, développer de la conscience, mettre en lumière notre fonctionnement psychologique. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Pour ensuite pouvoir s'en libérer. Et c'est ce qu'on va voir de manière très concrète. Alors juste avant ça, je voulais vous dire, malheureusement je suis désolé, je n'ai pas su publier de vidéo pendant un certain temps. En fait, j'ai été censuré par YouTube pour une vidéo que j'avais faite en 2020, figurez-vous. Parce que maintenant YouTube va dans le passé pour censurer. Là, c'était une vidéo que j'avais faite avec Tal Schaller, le médecin Tal Schaller. Et donc, c'était une vidéo sur le système immunitaire. Rendez-vous compte comme c'était dangereux. En pleine crise sanitaire, évidemment, parler du système immunitaire n'était pas forcément bienvenu pour ce qu'on appelait avant les GAFAM, les grandes industries. Et donc, YouTube fait un peu comme les purges en Union soviétique. Il nettoie tout ce qui a à voir avec des personnages comme Tal Schaller ou d'autres. Pour que ces gens n'existent plus médiatiquement en fait, et qu'il ne puisse plus y avoir de discours dissonant avec le discours officiel, qui est plutôt un narratif de la peur, comme vous le savez. Et en parlant de peur, j'en ai profité de cette censure. Alors, censure qui m'a empêché de publier, parce que quand on est censuré, en fait, on ne peut pas publier pendant un certain temps. Et comme c'est ma 8e censure, ben voilà, je suis habitué à ce type de punition entre guillemets, mais j'en suis très honoré finalement parce que l'avenir nous montrera que ceux qui ont été censurés avaient des choses intéressantes à dire, des choses alternatives qui permettent d'équilibrer le débat et prendre de la hauteur. Alors j'en ai profité donc pour faire ma formation, j'avais annoncé ça dans mon avant-dernière vidéo sur d'où vient la peur et en fait j'en ai profité pour terminer cette formation sur la peur. Donc toutes les personnes parmi vous qui souffrent de la peur, qui souffrent de l'anxiété, qui ont des crises d'angoisse, qui ont des attaques de panique, eh bien cette formation elle est vraiment faite pour vous, je l'ai faite avec tout mon cœur pour vous aider à vous en libérer. Alors déjà dans cette vidéo-ci, vous allez pouvoir vous libérer notamment des pensées obsessionnelles parce que vous allez voir que c'est surtout important de comprendre ce qui se passe. La peur, vous voyez, c'est un phénomène qui peut paraître très complexe. C'est bien de l'aborder par différentes approches, avec une vision intégrative. J'aime bien travailler toujours avec une vision intégrative, ça veut dire mêler différents grilles de lecture. La peur, on peut l'avoir d'un point de vue d'abord psychiatrique. On peut aussi l'avoir d'un point de vue psychologique, avec différentes écoles de psychologie qui auront chacun leur grille de lecture. On peut l'avoir également d'un point de vue physiologique, parce que ça c'est aussi important, la peur c'est une réalité physiologique. Et puis enfin, on peut aussi l'avoir d'un point de vue spirituel. Et c'est une grille de lecture très importante. Et ce qui fait dans la formation, c'est ce que j'ai fait, c'est mêler ces différentes grilles de lecture pour finalement arriver à des stratégies très concrètes pour se libérer de manière complète de la peur en travaillant à différents niveaux. Et je vois 3 niveaux principaux pour se libérer très concrètement de la peur. Et on va dire qu'historiquement, le premier niveau, c'est d'abord, dès la naissance, c'est déjà un grand stress. C'est en fait lié à notre passé, c'est que nous sommes souvent déconnectés de notre vraie nature. Et au niveau spirituel, et donc c'est une vision spirituelle, c'est qu'en fait la peur vient d'une déconnexion de ce que nous sommes vraiment profondément. Ce que nous sommes profondément n'est pas un ego, un petit personnage qui souffre et qui a peur de mourir, mais ce que nous sommes profondément, c'est une conscience qui naturellement est dans l'amour et dans la confiance, et la confiance et l'amour, c'est le contraire de la peur justement. Et donc le fait de revenir à notre vraie nature, c'est un chemin. Je suis comme vous sur ce chemin. Évidemment, la vie n'est pas toujours facile et donc on est challengé par des émotions. Mais aller sur ce chemin de retour à notre vraie nature est essentiel pour se libérer de la peur. C'est vraiment une libération totale. Ensuite, la peur, c'est une création mentale. C'est-à-dire qu'en fait, remarquez que chaque fois que vous avez peur, c'est parce que vous avez un point de vue sur les choses qui risquent de vous arriver. C'est un jugement, c'est un point de vue, c'est une vision de l'avenir. Et évidemment, cette construction mentale de l'avenir nous fait très peur. Donc, la peur, c'est aussi une construction mentale. C'est pour ça qu'il faudra aussi travailler au niveau mental, pas au niveau spirituel, au niveau mental. Et puis ensuite, la peur, c'est également
une réalité qui est dans le corps. La peur, elle est inscrite physiologiquement dans le corps. Elle est dans les mémoires cellulaires, notamment les fascias. Et les mémoires, ce n'est pas que dans la tête, c'est aussi beaucoup dans le corps. Et donc, c'est important d'apporter des pratiques qui vont travailler sur la physiologie pour quitter la physiologie de la peur, en fait. Et donc, en mêlant ces trois stratégies, on arrive à une vision, à une efficacité globale, en fait, sur la peur. Et dans cette vidéo, donc, je reviens à cette vidéo sur le thème de la vidéo, c'est les pensées obsessionnelles. Vous allez voir que simplement en comprenant, en mettant de la conscience sur notre fonctionnement, en mettant en lumière notre fonctionnement sur les pensées obsessionnelles, on peut déjà s'en libérer, en travaillant quelque part, au moins au niveau mental et au niveau spirituel. On va voir ça dans quelques instants. D'abord, qu'est-ce que c'est les pensées obsessionnelles? Que sont-elles, les pensées obsessives, les pensées intrusives? Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien, ce sont des pensées répétitives qui tournent en boucle dans notre tête et qu'on n'arrive pas à arrêter. Et c'est des pensées qui sont liées à quelque chose de très désagréable. C'est souvent lié à quelque chose qui est menaçant pour nous ou pour nos proches. Par exemple, c'est des pensées qui peuvent être liées à la mort ou à la maladie ou à des accidents. Par exemple, il y a des gens qui ont des obsessions quand ils prennent la voiture de faire des accidents. C'est une obsession, c'est une obsession. Et bon, évidemment, c'est très stressant. Et plus on est stressé, moins on conduit bien. Donc en fait, vous voyez, ça peut devenir un cercle vicieux qui amène peut-être plus tard, si on va trop loin dans cette obsession, à vraiment créer un accident. C'est pour ça que des gens ne sortent plus. Après, on peut avoir l'obsession d'être agressé. On peut avoir l'obsession de tomber malade. On peut avoir l'obsession d'avoir un cancer, par exemple. Et on peut avoir l'obsession de mourir. On peut avoir plein d'obsessions. L'obsession d'être quitté, l'obsession de mourir seul, de vieillir seul. Il y a énormément d'obsessions qui existent et qui nous font de notre vie un enfer. Alors ce qui est important de comprendre, c'est quelle est la structure de cette obsession. Et déjà un premier point, le plus petit élément en fait, de la structure de l'expérience humaine, la structure subjective de l'expérience humaine qui est subjective, pardon, c'est toujours une émotion. Bien sûr, j'ai une peur, mais c'est lié à quoi? C'est lié en fait à une image mentale, une vision que j'ai, quelque chose qui me fait peur. Alors, les pensées obsessives, ça peut être obsessionnel, ça peut aussi être lié au passé, par exemple les traumatismes ou des accidents, des chocs émotionnels. Donc je ferai une vidéo particulièrement sur les traumatismes plus tard. Mais donc c'est pareil, que ce soit le passé ou le futur, ce qui crée notre expérience humaine au niveau subjectif, c'est une image, une croyance et une émotion. Donc j'ai une image de ce qui m'est arrivé ou j'ai une image de ce que je risque d'avoir que je ne veux surtout pas avoir, la mort ou le handicap ou la maladie ou un accident, peu importe. Et puis c'est lié à une croyance, je vais mourir ou on va me tuer ou on me veut du mal ou je vais avoir un accident. Vous voyez ce genre de croyance ou je vais vieillir seul par exemple. Et donc toutes ce triptyque en fait qui sont les trois éléments de base de l'expérience humaine tourne en boucle dans notre tête et dans notre corps puisqu'on a chaque fois cette peur qui grandit. Et juste quelques mots aussi sur les phobies d'impulsion. Pour ceux qui ne savent pas, donc les phobies d'impulsion sont des pensées qui sont liées à des actions que l'on pourrait faire contre nous-mêmes ou contre nos proches qu'on aime. Donc ce sont des actions par exemple du style passer à l'acte, au suicide. Et on ne veut pas du tout, mais on a cette obsession qu'on va passer à l'acte. Il y a des gens, ils voient une fenêtre ouverte, ils imaginent qu'ils vont sauter, et ça leur fait très peur, et puis ils ont peur de se suicider, et puis il y a des gens, ils ont peur aussi d'être attaqués, d'être agressés, ils ont peur aussi d'agresser les autres, ils ont peur par exemple d'aller tuer leurs proches. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi des pensées qui sont liées à la sexualité. Je vais faire quelque chose qui est mal, je ne peux pas faire ça. Ou à la pédophilie notamment, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Passer à l'acte, et cet acte me répugne dans mes valeurs, ça répugne à la personne. Et la phobie d'impulsion, c'est justement passer au-delà de cette valeur, de ne pas la respecter. Et donc ça fait très très peur à la personne qui se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je deviens fou, je veux surtout pas ça, je veux surtout pas ça. Et en fait ça devient une obsession également. Alors c'est important de comprendre quelle est la structure et aussi comment ça se manifeste. C'est-à-dire comment ça se manifeste, c'est en général, on le voit quand on a ces obsessions, la première chose qu'on va faire c'est que on veut l'éviter, on essaye de l'éviter. C'est important de comprendre le mécanisme de la manifestation de ces obsessions parce que ces obsessions se renforcent au fil du temps et deviennent de plus en plus grandes. Et puis au début, on peut avoir l'obsession
du cancer, puis après on va à l'obsession de plein d'autres maladies, puis après voilà, on rentre dans un truc où tout est dangereux en fait. Et donc c'est important de comprendre le mécanisme qui fait que ça grandit. Et c'est quoi ce mécanisme? Eh bien en fait, c'est si on met de la conscience, de la lumière sur ce mécanisme qu'on a quand on a ces pensées obsessionnelles, eh bien on est dans l'évitement. Remarquez qu'on essaie d'éviter ces pensées, on ne veut pas y penser, on ne veut pas penser à ça, on ne veut pas penser à ça. On ne veut pas penser à la mort, on ne veut pas penser au handicap, on ne veut pas penser à la sexualité, on ne veut pas penser au fait que je pourrais tuer. Ok. Eh bien, plus j'évite, remarquez, hein, plus j'évite, j'essaie d'éviter d'y penser, quoi? Eh bien, plus j'y pense. C'est un mécanisme naturel dans le cerveau, c'est-à-dire plus j'essaie d'éviter quelque chose, eh bien, plus je l'ai en fait en abondance. Si je vous demande, surtout s'il vous plaît, ne pensez pas maintenant, ne pensez pas à la Tour Eiffel, ne pensez pas à la Tour Eiffel, et n'y pensez pas dans quelques secondes non plus, voilà, et ne pensez pas à un éléphant rose, et n'y pensez pas dans quelques secondes non plus quand j'aurai arrêté d'en parler, un éléphant rose. Ok. Vous voyez que c'est très difficile, parce que ne pas y penser, c'est conceptuel. Et par contre, l'image de l'éléphant rose, de la Tour Eiffel, on l'a tout de suite. Donc, je ne dois pas y penser à ça, donc je visualise, ah oui, je ne dois pas y penser, mais c'est trop tard, j'y ai déjà pensé. En fait, vous voyez, c'est... donc plus j'essaie d'éviter, plus en fait j'y pense. Donc ça ne fonctionne pas, il faut se rendre compte de ça. Mettre en lumière et mettre en conscience notre fonctionnement, c'est très intéressant parce que je vois que ce que je fais ne fonctionne pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on essaie de faire aussi? On essaie de lutter contre ça. On est en colère contre nous-mêmes. On se dit, mais arrête de penser à ça. On se parle à soi-même. Et rendez-vous compte, c'est intéressant d'un point de vue spirituel que on a des pensées qui tournent tout le temps dans notre tête et on dit arrête, arrête. Donc il y a nous et le penseur. On voit que c'est intéressant parce que nous ne sommes pas le penseur en fait. La pensée pense toute seule, à notre insu. Donc remarquez qu'on n'a pas beaucoup de contrôle finalement sur ce mental qui tourne tout seul. Et alors on essaie de lutter contre lui, mais ça ne fonctionne pas. Encore une fois, c'est une analogie que j'utilise souvent, c'est plus je lutte contre quelque chose, plus je le renforce. Si je suis dans un marécage et j'essaie absolument de sortir et je lutte en essayant de me débarrasser, de sortir de ce marécage, plus je lutte, plus je m'enfonce, plus je m'enfonce, plus je lutte, et c'est un cercle vicieux, vous comprenez. Donc en fait, l'idée c'est de comprendre ce fonctionnement, de voir qu'il ne fonctionne pas pour pouvoir faire autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces pensées obsessionnelles? Très rapidement, ça peut encore rester mystérieux pour certains, par exemple les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a encore des études qui sont faites sur le sujet. Mais de manière générale, ce qu'on peut dire sans trop se tromper, sans être pratiquement sûr de ne pas se tromper, c'est qu'en fait, c'est souvent lié à un gros choc émotionnel. Donc il y a eu un choc, il y a eu un événement extérieur qui nous a choqués, mais en même temps, dans la plupart des cas, il y avait aussi un terrain psychologique, psychiatrique, qui était affaibli. C'est-à-dire qu'on n'était déjà pas bien, on était déjà peut-être anxieux, on était déjà peut-être en épuisement nerveux, ou alors on était en manque, on avait des manque de sommeil, manque de plaisir, manque de lien, manque d'amour. Donc on était déjà fragilisé. Et quand ce choc arrive, il est d'autant plus enregistré par le cerveau comme un grand danger. Donc même si c'est un petit choc qui va être augmenté dans le cerveau, ça va nous sembler un énorme choc. Hein, c'est comme quand vous n'avez pas dormi. Si vous tombez, vous faites plus mal, par exemple, parce que vous êtes moins fort pour résister au choc. Et donc, en fait, au niveau des neurosciences, ça se remarque, c'est que la connexion neuronale qui est liée à cet événement qui nous a fait du mal, qu'il soit intense ou pas, elle est très forte. Et puis, tous les éléments, et dans le cas des phobies, c'est ce qu'on remarque aussi, c'est que tous les éléments qui sont en même temps, qui apparaissent en même temps que cet événement déclencheur, je sais pas, par exemple, on vous annonce une mauvaise nouvelle dans un hôpital, où on vous fait mal avec une piqûre, puis vous avez très mal parce que déjà vous étiez mal avant, donc c'est amplifié, et puis en plus tout ce qui est autour est enregistré, par exemple le médecin, une salle d'opération, j'en sais rien, une remarque qu'on vous a fait, une certaine façon de vous regarder, et bien tous ces éléments vont également par la suite déclencher la peur qui est liée donc à cet événement. Et donc l'obsession peut déclencher comme ça de manière tout à fait inconsciente, des phobies, il y a parfois des phobies, il y a des déclencheurs, on s'en souvient plus, c'est arrivé quand on était tout petit, et ça se déclenche. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, c'est un des éléments associés au déclencheur de base qui apparaît dans notre environnement et qui fait que, voilà, je sais pas, vous avez eu un accident de voiture et puis cet accident de voiture, c'est dans une voiture rouge et puis il y a eu un camion qui passait à ce moment-là et puis il faisait très chaud ce jour-là, voilà, ça sentait la lavande, je dis n'importe quoi. Eh bien, chaque fois que vous sentez la lavande ou qu'il y a un camion qui passe qui ressemble à ça, ou que vous êtes dans une voiture rouge, vous voyez une voiture rouge, la peur revient. Vous voyez, donc ce qu'on appelle, c'est une peur conditionnée. Alors, une fois qu'on a compris ça, maintenant,
comment faire pour s'en libérer? Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Eh bien, la thérapie brève, qui est une thérapie qui est née plutôt dans les années 50, après la guerre, qui est remarquable d'intelligence, qui, plutôt que d'aller dans la boîte noire, comme on disait, dans la psyché humaine, la thérapie brève a surtout essayé de comprendre la systémique de nos problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un problème? Et à remarquer, comme j'ai dit au début de vidéo, c'est que souvent, quand on arrive à sortir d'un problème, c'est bien, on n'en parle plus, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en sortir parce que les solutions qu'ils adoptent créent encore plus le problème, comme l'évitement dont j'ai parlé ou la lutte. Donc plus j'apporte cette solution, plus j'essaye de faire toujours la même chose, plus je renforce le problème. Et donc ce qu'on dit en thérapie brève, c'est que les tentatives de solution créent plus de problèmes. Et de manière raccourcie, ça dit les solutions sont le problème. Voilà, donc en fait, plus j'essaye d'éviter, moins ça fonctionne. Plus je lutte, moins ça fonctionne. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que propose la thérapie brève? Eh bien c'est très intéressant, c'est qu'en fait, il faudra faire complètement autre chose, des choses complètement différentes. Et souvent, ça va ce qu'on appelle être un 180 degrés. Ça veut dire qu'on va faire exactement l'inverse. Alors c'est quoi l'inverse? Dans la plupart des cas, ça va bien fonctionner. C'est quoi l'inverse? L'inverse d'éviter, c'est quoi? Eh bien c'est aller vers ce qui nous fait peur. Donc c'est complètement contre-intuitif. Au début, on a très peur, on ne veut pas penser à ça. Eh bien, justement, quand quelqu'un vient en consultation, je lui dis, voilà, vous allez faire exprès d'y penser. Vous allez exprès y penser. C'est important. Déjà, on peut voir que quand on y pense exprès, déjà, on a un certain contrôle. Tandis que sinon, on ne sait pas, ça vient comme ça, on a une épée de Damoclès, j'espère ne pas y penser. Donc l'idée, c'est de reprendre le contrôle. Eh bien, pensez-y exprès. Et deuxième chose, quand j'avais dit qu'on était souvent en lutte, et on fait des efforts pour ne pas penser à quelque chose, c'est très dur. C'est quoi le contraire de faire des efforts, à votre avis? Eh bien, c'est de s'amuser. Et donc, c'est une autre stratégie aussi, qu'on peut coupler les deux, vous allez voir, c'est plutôt que d'éviter, je vais aller vers, et plutôt que de faire des efforts, je vais jouer avec ça. Je vais jouer avec ce qui me fait peur. Et rappelez-vous, dans le triptyque de ce qui constitue le plus petit élément de l'expérience humaine qui est subjectif, c'est une pensée, donc une image, une croyance, et puis ensuite une sensation physique. Et donc on va jouer avec cette image et cette croyance. Et comment est-ce qu'on fait ça? Et là, c'est là qu'on arrive à ce phénomène d'hypnose mentale, c'est-à-dire qu'on est hypnotisé par nos obsessions, par cette image mentale, par cette croyance. Par exemple, quelqu'un vous a fait une remarque ou vous a regardé d'une certaine façon, et ça est enregistré dans le cerveau et tourne en boucle. Eh bien, on va y penser exprès et on va le transformer, on va jouer avec. Ça veut dire quoi, jouer avec? Ça veut dire que ces éléments sont enregistrés dans notre imaginaire, c'est ça l'hypnose. L'hypnose, c'est l'imaginaire. Nous sommes dans l'imaginaire. Eh bien, on va changer cet imaginaire. Et d'une hypnose négative, on va passer à une hypnose positive. Ça veut dire que j'imagine ce qui me fait peur et je le transforme. Et je peux le transformer pourquoi? Parce que nous sommes maîtres de notre pensée. Même si on ne la contrôle pas quand elle est anarchique, on peut quand même en créer des nouvelles, on peut rajouter des nouvelles pensées et on peut jouer avec ce qui nous fait peur en transformant les éléments. Par exemple, si je prends le cas d'une phobie d'impulsion, voilà, quelqu'un voit un couteau dans la cuisine, puis il imagine qu'il ne va poignarder la personne qu'il aime avec ce couteau. Et il a très peur de lui-même, il a très peur, il y pense tout le temps. Ça lui a fait tellement peur qu'il y pense tout le temps, puis après il n'ose plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Je lui dis, pensez exprès à ça, imaginez que vous le faites. Ah non, non, je ne peux pas. Si, affrontez cette peur, allez-y à fond. Donc c'est à 180 degrés, pensez-y. Mais maintenant, pensez que ce couteau, et on peut le faire les yeux ouverts, parce qu'on est déjà même les yeux ouverts hypnotisés, pensez que ce couteau, il est en plastique. Et quand vous touchez le corps de la personne que vous aimez, c'est un petit plastique qui fait pas mal, et en plus ça fait un bruit comme les petits jouets d'enfants. Vous voyez, quand on appuie, ça fait un petit bruit pour les bébés. Et puis même, on peut aller plus loin, ce couteau en fait transforme en fleur, et c'est une fleur que vous donnez à la personne. Ou ce couteau se transforme en schtroumpf. Et puis on va rajouter des éléments, on va rajouter des schtroumpfs, on va rajouter de la musique, et en fait ça va devenir quelque chose qui est, vous le voyez, complètement absurde. Et ce qui fait que la personne, si c'est absurde, ça peut même la faire rire en fait. Et souvent d'ailleurs, quand je vois les gens qui viennent en consultation, ils me parlent de leur peur, ils ne veulent pas y penser. Je dis, mais pensez-y exprès maintenant, vous êtes sûr? Oui, allez-y. Et puis en quelques secondes après, ils rigolent de ça, de ce qu'ils ont créé en fait. C'est complètement absurde. Et plus c'est absurde, plus l'inconscient le retient. Et plus il y a de l'émotion évidemment, parce qu'il vous aura engueulé, il y a beaucoup de l'émotion. Donc l'émotion, c'est vraiment ce ciment qui fait que les connexions neuronales dans le cerveau vont être plus fortes. Donc dans le cerveau, vous avez donc un élément déclencheur qui peut être, dans ce cas-ci, le couteau, mais ça pourrait être l'hôpital, ou le cancer. Il y a des gens qui ont l'obsession du cancer ou de la maladie. Mais c'est pareil, le cancer, c'est une image, et c'est une croyance qui dit par exemple, je vais mourir, je vais attraper le cancer,
Voilà, ça peut être l'obsession d'une attaque et la croyance, ça va être je vais être attaqué, on m'agresse, on me veut du mal. On prend tout ça et on le transforme. Donc on y pense exprès, on l'affronte, donc on commence à avoir un contrôle dessus, on pense exprès à ça, surtout quand tout va bien. Vous le faites exprès plusieurs fois et vous le transformez. Et donc par exemple, la représentation du cancer, on la modifie et plutôt que de voir des tissus, donc quand vous pensez à cancer, à quoi vous pensez? Des tissus qui sont noirs ou voilà, vous voyez des images de petites boules qui ressemblent à du cancer, enfin chacun a ses représentations, des tumeurs, etc. Et bien on va transformer ça, on va plutôt visualiser ça sous forme de guérison, avec de la lumière, avec des tissus comme ceux d'un bébé, avec beaucoup de rose par exemple, quelque chose qui est beau, qui est propre, qui est neuf. On transforme ça et on rajoute des éléments qui peuvent être comiques en plus, ou qui peuvent être très apaisants, comme une belle plage, comme voilà, des éléments qui sont liés à l'amour ou à l'affection. Et en fait, à force de le répéter, et comme c'est amusant et comme c'est agréable, il y a de l'émotion, donc ça se renforce dans notre cerveau, plus on le répète, plus ça se renforce. Et donc vous voyez, d'un élément de base qui était le cancer ou le couteau, je dis n'importe quoi, ou je sais pas, un souvenir d'un événement traumatique, ça c'était lié à la peur. Et puis maintenant, ça va être lié à autre chose qui va être lié au lâcher-prise, ou au côté comique de la situation, ou au plaisir. Donc en fait, on crée une nouvelle connexion, des nouvelles synapses dans le cerveau, des nouveaux réseaux neuronaux en fait. Et donc en fait, c'est en quelque sorte de la reprogrammation mentale, de la chirurgie mentale, sans devoir ouvrir le cerveau pour changer quelque chose. Vous le faites vous-même, on a ce pouvoir, c'est notre liberté intérieure de pouvoir modifier nos pensées, de pouvoir jouer avec notre imaginaire. Nous sommes des êtres d'imaginaire comme disait Freud, et cet imaginaire, on en est totalement le maître, on peut le modifier totalement. On croit parfois qu'on est bloqué dans une hypnose négative, mais en fait on peut aller dans une hypnose positive et la renforcer. Et de manière générale, vous voyez cette attitude qui est d'aller vers, et plutôt que d'éviter, et de s'amuser, c'est une attitude fondamentale dans la vie. Et je vous invite, et je termine avec cette conclusion, c'est de manière générale dans la vie, c'est quand il y a des problèmes, c'est pas forcément la peur, moi ça va être d'autres émotions, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Quand ces émotions arrivent qui sont liées à des représentations de ce qui s'est passé ou de ce qu'on risque, qu'on veut surtout pas qu'il se passe, eh bien on va aller vers, on va justement les affronter et ça va être une opportunité extraordinaire pour grandir. Donc je vous invite chaque fois que vous avez comme ça des émotions difficiles, et j'en ai aussi comme vous, eh bien c'est de les utiliser pour grandir en conscience, pour mettre la lumière sur notre fonctionnement, grandir en conscience, et au final, et je termine avec cette vision spirituelle, c'est revenir à notre vraie nature qui, elle, ne souffre pas. Et donc c'est une opportunité pour aller encore plus vers ce que nous sommes profondément, qui est donc naturellement en confiance. Cette conscience, elle est aussi amour. Alors je termine avec ce mot de conclusion, l'amour, c'est ce que je vous souhaite dans vos vies. Et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vais traiter de deux thèmes. Les deux prochains, ça va être le Covid long, qui souvent amène aussi des troubles dissociatifs, donc je vais en parler dans une prochaine vidéo, on m'a fait une demande là-dessus. Et également, j'ai parlé de ce concept de réussir sa vie. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? C'est un grand sujet. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Donc je vais vous proposer voilà, de parler de ça avec vous, de partager ça avec vous. Par rapport au thème de cette vidéo, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les faire, j'essaie de les lire tous. Et puis si je peux répondre à vos questions, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Et puis par rapport à la formation sur la peur, si ça vous intéresse, j'ai mis aussi les liens en dessous de la vidéo, je crois que j'ai déjà dit. Bonne journée à vous, au revoir. Nos cœurs vibrent, nous allons vivre bientôt libre. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.